Chers étudiantes et étudiants, nous sommes maintenant à notre 4e leçon. Cette leçon, c'est relations binaires, ça fait toujours partie du module de mathématiques 1. Le sommaire, ce qu'on va voir, d'abord on commencera toujours, comme toujours, par des généralités. Ensuite, on va voir quelques relations et des propriétés des relations binaires, des relations d'équivalence, des relations d'ordre. Ce sont des choses qui sont très importantes. Majorant et minorant, on verra que c'est très très utile quand on fera les fonctions continues et ainsi de suite et ainsi de suite. Et puis enfin, les applications entre ensembles ordonnés. Alors, on commencera par les généralités. Si E et F sont deux ensembles, on définira une relation notée R, qui signifie relation, de E vers F, toute partie R du produit cartésien E croix F. On sait ce que c'est que le produit cartésien E croix F, c'est l'ensemble de tous les couples XY, X étant dans E, Y étant dans F. Quand je prends une partie de E croix F, ça définit une relation de E sur F. Vers F. La partie R est appelée le graphe de la relation R. Alors, finalement, qu'est-ce que c'est que ce R? Ce R qui est le graphe, c'est l'ensemble de tous les couples XY qui sont en relation par cette relation R. On dira qu'un élément X de E est en relation avec un élément Y de F pour la relation R, si et seulement si, justement, le couple XY appartient au graphe R. On exprime cette situation en écrivant X, R, Y. L'écriture X, R, Y est une écriture très importante. Premièrement, on sait déjà que l'ordre est très important. Donc, X, R, Y, Y, R, X ne signifient pas nécessairement la même chose, parce que X, R, Y, X, Y, Y, X ne sont pas identiques. Il faut faire attention, parce que l'ordre sur la paire est très important. X, R, Y. Si E égale F, on dira que R est une relation binaire sur E. Alors, première relation binaire qu'on peut faire, c'est aller voir sur l'ensemble des parties d'un ensemble. Il y a une relation binaire, c'est A est en relation avec B, si et seulement si A est inclus dans B. Donc, quand je prends dire que deux ensembles sont en relation avec l'ordre A, B, si et seulement si A est inclus dans B. Relation de divisibilité sur l'ensemble des entiers relatifs Z. On dira que M est en relation avec N, si seulement si M divise N. Alors, attention, les deux relations suivantes, celle-là sur l'ensemble des parties d'un ensemble E, et celle-là sur l'ensemble Z, ne sont pas nécessairement les seules relations qu'on puisse trouver. Effectivement, ici c'est une parmi les relations, donc c'est uniquement un exemple, et ici c'est aussi un exemple de relation binaire, qu'on peut définir sur un ensemble. Ici, je rappelle, c'est sur l'ensemble des parties d'un ensemble E, ici sur l'ensemble Z. Dans Z, et si A est non nul, on définit maintenant la relation de congruence modulo A. On dira que M est en relation avec N, si et seulement si M moins N est divisible par A. Alors, pour donner un exemple, si on fait la relation de congruence modulo 2, on dira que M est en relation avec N, si et seulement si M moins N est pair. Alors, comme exemple, 1 est en relation avec 3. Pourquoi? Quand je prends la différence 3 avec 1, c'est 2. C'est un nombre pair. Bien sûr aussi, 3 est en relation avec 1, puisqu'on travaille sur l'ensemble des entiers relatifs. 2 est en relation avec 4. En effet, quand je prends 4 moins 2, c'est 2. Ou 2 moins 4, c'est moins 2. C'est un ensemble, c'est un nombre pair. Maintenant, si je prends 1, R, 4, c'est faux. Parce que la différence est 3, et 3 n'est pas un nombre pair. Donc attention, ici ce qu'on appelle la relation de congruence modulo petit a, qui est un entier relatif non nul. Alors sur tout ensemble E, on peut définir ce qu'on appelle la relation évidente d'égalité. X et Y sont en relation
si et seulement si x est égal à y. Dans ce cas, le graphe de cette relation, c'est la diagonale. Bien sûr, c'est l'ensemble des xx tels que x appartient à E. Restriction d'une relation. Alors, comme toujours, comme on a affaire à des ensembles, on peut faire des restrictions. Si R est une relation binaire sur E, et si F est une partie de E, alors on peut définir la restriction S de R à l'ensemble F. Comment faire ça? Définir la même relation, mais en restrictant à l'ensemble F qui est une partie de E. Le graphe de S est l'intersection de E croix F et le graphe de R. Par exemple, si P est l'ensemble des entiers naturels premiers, la restriction à P de la relation de divisibilité n'est autre que la relation d'égalité sur P. Alors on peut le voir. Vous voyez, P est inclus dans N. Relation de divisibilité, on avait sur N, M, R, N, si seulement si M divise N. Si je prends maintenant l'ensemble des nombres premiers, P1, R, P2, si seulement si P1 divise P2. Or, P1 et P2 sont premiers. Et donc, aucun ne divise l'autre, sauf s'ils sont égaux. Donc, P1 égale à P2. Donc, vous voyez que, en réécrivant ici, dans ce cas-là, la relation de divisibilité, mais sur le sous-ensemble des entiers premiers, la relation binaire de divisibilité n'est en fait que la relation d'égalité sur l'ensemble des nombres premiers. Propriétés éventuelles des relations binaires. On a besoin d'avoir quelques informations sur des propriétés de ce type-là. Alors, R est une relation binaire, elle est donnée, comme définition. On dira que R est réflexive si et seulement si tout élément est en relation avec lui-même. Par exemple, sur grand N, la relation M, R, petit n, équivaut à M divise N, est réflexive car N divise lui-même, quel que soit N dans grand N. Sur grand R, la relation X, R, Y, si seulement si X égale à Y, est réflexive car X égale à X. Et donc, X, Rx. Donc on voit que ces deux exemples de relations, la première sur l'ensemble des entiers naturels et la deuxième sur l'ensemble des réels, sont évidemment réflexives. La relation est dite symétrique si, pour tout couple XY dont E croix E, X est en relation avec Y entraîne nécessairement que Y est en relation avec X. Alors, revenons toujours aux mêmes exemples. On verra un troisième exemple. Sur N, M, R, N équivaut M divise N. Est-ce que la question qui va se poser, si M divise N, est-ce que j'ai le contraire? La réponse est non, car 2 divise 4 et 4 ne divise pas 2. Donc, dans ce cas, R n'est pas symétrique. D'accord? Alors que la relation sur R, X, R, Y équivaut que X égale à Y, nous avons X égale à Y équivaut Y égale à X, équivaut donc, implique que Y, Rx. Donc, dans ce cas-là, la relation d'égalité est évidemment symétrique. Enfin, R est dite transitive si,
pour tout x, y, z, dont E croix E, E puissance 3, si x est en relation avec y, et si y est en relation avec z, alors nécessairement x est en relation avec z. Alors, il est très simple de voir que la première relation sur n, si m divise n et n divise p, alors m divise p. Sur R, si x égale y et y égale à z, alors x égale z. Ce qui signifie que dans les deux cas, la relation binaire est transitive. L'antisymétrie, dire qu'une relation est antisymétrique si x est en relation avec y et y est en relation avec x, nécessairement x égale à y. Ça signifie tout simplement que avoir la relation dans les deux sens n'est possible qu'en cas d'égalité. Maintenant, on va commencer à voir quelles sont les relations d'équivalence. Définition. On dira qu'une relation R sur un ensemble E est une relation d'équivalence si cette relation vérifie un certain nombre de propriétés. Alors, c'est quoi cette relation de propriété? Réflexive, symétrique et transitive. Une relation d'équivalence est une relation qui est en même temps réflexive, symétrique et transitive. Dans ce cas-là, on définit ce que l'on appelle, alors, si x appartient à E, la classe d'équivalence qu'on appelle C de x, et qui est parfois, comme vous le voyez ici, noté x avec un point ou x avec un bar, C de x, c'est l'ensemble des y dans E, tel que x est en relation avec y. C'est quoi la classe d'équivalence d'un élément x? C'est l'ensemble des y pour lesquels ils sont en relation. Alors, vous remarquez ici que j'ai dit x et y. Pourquoi je n'ai pas dit y, r, x ou autre chose? Tout simplement parce que nous savons que nous sommes dans le cas d'une relation d'équivalence. Donc, x, r, y et x, c'est la même chose. Donc, parce que nous sommes avec une relation d'équivalence. Classe de x, c'est l'ensemble des y dans E, tel que x soit en relation avec y. Proposition. Alors maintenant, on va voir une relation entre les partitions que l'on a vues sur les ensembles et les relations d'équivalence. Je prends E un ensemble, je prends R une relation d'équivalence, je prends oméga un sous-ensemble de grand E, obtenu en choisissant dans chaque classe d'équivalence un représentant. Alors, je voudrais quand même rappeler une chose, classe d'équivalence, c'est une partie de E. Vous voyez? Classe d'équivalence, c'est une partie de E. Bon, il est clair que il y a au moins x appartient à C de x, à cause de la réflexivité. D'accord? Mais il y a peut-être d'autres éléments. Donc, quand on choisit un élément, il se peut que je choisisse x, mais il se peut que je choisisse un autre élément qui va être appelé représentant de cette classe. Donc, un élément de ce C va être un représentant de la classe d'équivalence C. Donc, c'est pour ça que je prends oméga, c'est un sous-ensemble de E, obtenu en choisissant dans chaque classe d'équivalence C un représentant unique. Je ne vais pas en prendre deux représentants de la même classe. La famille C de X est, dans ce cas-là, une partition de l'ensemble E. Autrement dit, les différentes classes d'équivalence pour la relation R définissent une partition de E. Donc c'est très important, c'est un des grands intérêts des relations d'équivalence, c'est que on s'intéresse à une propriété donnée, par exemple dans le cas des antinaturels, on s'intéresse à la divisibilité, on s'intéresse à la congruence modulo comme on a vu, on s'intéresse à l'égalité, on s'intéresse à plusieurs propriétés différentes. Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de prendre l'ensemble E et on est en train de le partitionner vis-à-vis de cette relation. Donc c'est très important, c'est que l'ensemble E va être une partition en quoi? On a un certain nombre de classes d'équivalence et c'est une partition, donc ça va être des réunions disjointes.
Très important. Réciproquement, si j'ai maintenant une partition de E, comme on l'a déjà vu, je prends la relation X, R, Y, si seulement si il existe un I, tel que X, le A est inclus dans EI. On sait que ce I est unique. Pourquoi? Parce que les EI sont en partition. Alors, une partition étant donnée, cette relation est la relation sous-jacente à cette partition. Quelles sont alors les classes d'équivalentes pour cette relation d'équivalence? Ça va être justement les EI. Donc, vous voyez, on se donne une relation d'équivalence. Les classes d'équivalence définissent une partition. On se donne une partition. On trouve une relation d'équivalence sous-jacente pour laquelle les EI sont les classes d'équivalence. Exemple de relation d'équivalence. Une relation d'équivalence qui est importante, c'est ce qu'on appelle sur l'ensemble des droites du plan affine, dire que la droite D est en relation avec la droite delta, si et seulement si les deux droites sont parallèles. Alors, il est clair qu'une droite est parallèle à elle-même. Il est clair que si D est parallèle à delta, delta va être aussi parallèle à D. Il est clair que si D est parallèle à delta, et si delta est parallèle à delta prime, donc vous voyez ici, D parallèle à delta, et si delta est parallèle à delta prime, alors D est parallèle à delta prime. Ce qui prouve tout simplement la transitivité. On a déjà eu la réflexivité et on a déjà eu la symétrie. Donc la relation de parallélisme sur les droites du plan affine définit bel et bien une relation d'équivalence. Les classes d'équivalence vont être quoi? Ça va être les directions de droite. Sur grand N, on définit la relation de congruence modulo N. Alors, comme on l'a déjà vu, il est évident qu'il ne peut y avoir que n classes d'équivalence. Ces n classes d'équivalence sont classes de 0. Alors, classe de 0, ça va être quoi? Classe de 0. Donc, vous voyez ici, on écrit un représentant de la classe de 0. Ici, on voit un représentant de la classe de 1. On voit un représentant de la classe de 2, ainsi de suite jusqu'à un représentant de la classe de n-1. On remarque que n, il est dans la classe de 0. Donc, ce n'est pas la peine d'aller plus loin. Alors, classe de 0, c'est quoi? C'est les multiples de n. Classe de 1, c'est quoi? C'est l'ensemble des entiers qui sont de la forme kn plus 1, où k appartient à n. On les appelle congrus à 1 modulo n. Bien sûr, ainsi de suite jusqu'à n-1 va être l'ensemble des kn-1, plus n-1, k appartient à n, ils sont congrus à n-1 modulo n. Donc en fait, vous voyez que si je reviens avec n, n il est dans la classe de 0, donc ça ne définit plus une autre classe d'équivalente. n plus 1, c'est aussi dans la classe de 1, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc, constitue une famille. Alors, pour la relation de congruence modulo n, on a exactement n classes. Donc, pour cette relation, l'ensemble n se ramène en fait à n ensembles qui sont disjoints, comme on l'avait vu, et qui forment une partition. Grand N, c'est l'ensemble des multiples de n, congru à 1 modulo n, congru à 2 modulo n, ainsi de suite jusqu'à congru à n-1 modulo n. Relation d'ordre. On va voir un petit peu les relations d'ordre. Définition. On dira qu'une relation R sur un ensemble E est une relation d'ordre si seulement si, maintenant, on remplace symétrique par antisymétrique. C'est-à-dire, une relation d'ordre est une relation qui est réflexive, antisymétrique et transitive. Alors, j'insiste un petit peu sur ce caractère-là pour voir la différence
entre une relation d'équivalence et une relation d'ordre. Au lieu de travailler avec une relation qui est symétrique, on travaille ici avec une relation antisymétrique. Alors, souvent, une relation d'ordre est notée inférieure ou égale, à ne pas confondre avec la vraie inférieure ou égale quand on travaille avec des réels. Bon, ça, c'est juste pour une notation. E, muni de cette relation d'ordre, est appelé ensemble ordonné. Comme exemple, grand N, si je prends M est en relation avec N, si et seulement si M divise N, on a vu tout à l'heure que cette relation est antisymétrique. En effet, si M divise N et N divise M, comme on travaille dans grand N, implique M égale à N. Alors, si on avait, au lieu de N, on avait Z, ce n'est plus vrai. Ce serait M égale à N ou M égale à moins N. Or, on travaille sur l'ensemble grand N. Donc, sur l'ensemble grand N, la relation de divisibilité est une relation d'ordre. Puisqu'on sait déjà qu'elle est réflexive, on sait qu'elle est transitive, ça on l'a déjà vu, et maintenant on voit qu'elle est antisymétrique. J'insiste sur le fait que si c'était Z, on n'aurait pas d'antisymétrie. Donc on aurait M égale à N ou M égale à moins N. Donc ici, nous avons une relation. Bon. Maintenant, on définira relation d'ordre total ou de relation d'ordre partiel. Alors, ceci est spécifique à une relation d'ordre. Alors, deux éléments x et y sont dits comparables si et seulement si x est inférieur à y, ou égal, bien sûr, si x est en relation avec y, pardon, ou si y est en relation avec x. Alors, comme exemple, avec toujours la relation de divisibilité, 2 divise 4, donc 2 et 4 sont comparables, mais 3 ne divise pas 7, et 7 ne divise pas 3. Donc, ne sont pas comparables. Donc, vous voyez un petit peu pour cet exemple de divisibilité, 2 et 4 sont comparables puisque 2 divise 4. 4 ne divise pas 2 nécessairement, mais quand je prends 3, vous voyez, et 7, 3 ne divise pas 7, et 7 ne divise pas 3. Donc, le couple 3-7 forme un couple d'éléments qui ne sont pas comparables. Un exemple. Alors, si deux éléments quelconques sont toujours comparables, on dira que la relation d'ordre est une relation d'ordre total. Sinon, on dira que la relation d'ordre est une relation d'ordre partiel. Exemple, sur l'ensemble des entiers naturels, avec la relation de divisibilité, la relation d'ordre est partielle. Pourquoi partielle? Parce que j'ai au moins un couple d'éléments qui ne sont pas comparables. Pour avoir une relation d'ordre total, il faudrait que tout couple d'éléments soit automatiquement comparable. Donc, on voit relation d'ordre total si tout couple d'éléments sont comparables. Relation d'ordre partiel dans le cas contraire. Exemple, N, Z, Q, R, on dispose d'une relation d'ordre total notée N, inférieur ou égal. La relation de divisibilité, ça c'est inférieur ou égal qu'on connaît bien, elle est totale, parce que quand vous prenez deux entiers relatifs, deux rationnels, deux réels, il y en a toujours un qui est plus grand que l'autre, ou plus petit que l'autre. Donc, ils sont comparables. La relation de divisibilité sur Z est une relation d'ordre partiel, on vient de le voir, ne définit pas une relation d'ordre sur N. Alors maintenant, on va passer à des conséquences de ces définitions sur les relations d'ordre. Les relations d'ordre définissent des notions de ce qu'on appelle majorants et minorants. On va voir que ce sont des notions qui sont très importantes pour l'ensemble des fonctions continues ou dérivables, etc., etc. Définition, on dira, on prend un ensemble E muni, alors ici, d'une relation d'ordre. Un ensemble ordonné, et je prends A une partie non vide de E. On dira qu'un élément X de E est un majorant de A. Alors vous voyez,
Je précise ici de E, ils n'ont pas de A. Très important. Un majorant n'est pas nécessairement un élément de la partie A qui est concernée. On dira qu'un élément X est un majorant de A si X est comparable à tous les éléments de A. C'est-à-dire, dire que c'est un majorant, X majorant de A, si seulement si, quel que soit A appartenant à grand A, j'ai A qui est inférieur ou égal à X. Alors, en langage de relation, A, R, X. Même chose, on dira qu'un élément est un minorant, c'est-à-dire c'est dans notre contraire, X minorant de A, si seulement si, quel que soit A appartenant à grand A est supérieur ou égal à X. Ça revient à dire que X est comparable à tous les éléments. Vous voyez ici, on fait les quantificateurs, et la même chose pour le cas des majorants. Partie majorée, minorée, bornée. Je prends A, une partie non vide. Alors, remarquez que j'insiste sur non vide parce que sur un ensemble vide, il n'y a pas d'élément, donc il n'y a pas de comparaison. Or, une relation d'ordre est une relation de comparaison. A est une partie non vide d'un ensemble ordonné. On dira que A est majoré si il admet au moins un majorant ou si l'ensemble des majorants est non vide. On dira que la partie est minorée s'il admet au moins un minorant ou encore si l'ensemble de ces minorants est non vide. On dira que la partie est bornée s'il est en même temps majoré et minoré. S'il admet au moins un majorant et au moins, et je dis est au moins un minorant. Alors, on va définir ce qu'on appelle élément maximum et élément minimum. Je prends A, une partie non vide d'un ensemble ordonné. Je prends alpha, un élément de A. On dira que alpha est un élément maximum. Alors ici, vous voyez que pour avoir la notion de maximum, alpha appartient à A, maximum, si alpha est majorant et en plus majorant. Donc vous voyez, un maximum c'est quoi? C'est un majorant qui appartient à l'ensemble. Dans ce cas-là, il est noté alpha égale max de grand A. Un maximum est un élément de A qui est en même temps un majorant. Alors de même, on définit un élément minimum de la même manière, c'est-à-dire on remplacera majorant par minorant. Donc un minimum, alpha appartient à A, minimum, si en plus alpha est minorant. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un minimum? Et on notera alpha égale min de A. Qu'est-ce que c'est qu'un minimum? C'est un minorant qui appartient à l'ensemble. Exemple, quand on travaille dans R, je prends l'ensemble A, c'est l'ensemble moins l'infini 1. Donc ça, on peut faire un dessin. Je prends ça, c'est la droite réelle. L'ensemble moins 1 plus l'infini, ça c'est moins 1. L'ensemble moins 1 plus l'infini, c'est cette partie-là. Moins 1, moins l'infini, moins l'infini 1. Vous voyez, tous les éléments ici sont majeurs. Donc pourquoi? Parce qu'un élément quelconque, ici x, x est majorant de A. Pourquoi? Parce que à chaque fois que je prends n'importe quel élément ici, il est toujours inférieur à x. Donc dans ce cas-là, x est un majorant et l'ensemble des majorants de A, c'est effectivement
1 plus l'infini. Donc vous voyez, l'ensemble des majorants est 1 plus l'infini. Bien sûr, un élément qui est plus petit que 1 ne peut pas être un majorant, puisque s'il est là, il y a toujours un élément qui va être un peu plus grand. Le maximum n'existe pas. Pourquoi? Parce que, vous voyez, le seul élément possible qui aurait pu faire le maximum, c'est 1. Parce que les éléments qui sont strictement supérieurs à 1 ne sont pas dans l'ensemble. 1 lui-même n'est pas dans l'ensemble. Donc nous sommes ici dans le cas où nous n'avons pas de maximum. L'ensemble des majorants est non vide, mais malgré ça, n'admet pas de maximum. Alors dans ce cas-là, on l'appelle borne supérieure. Hein? Dans ce cas-là, c'est borne supérieure. Ici, 1 égale sup de A, max de A, n'existe pas. Donc, admet une borne supérieure, mais n'admet pas de maximum. Alors, de même, si je prends maintenant, de la même manière, je prends l'ensemble 0, ça c'est 0, ça c'est 1, cet ensemble-là admet pour minorant tout ce qui est en dessous, vous voyez, mais 0 n'est pas dans l'ensemble, donc ici, n'admet pas de minimum, mais par contre, admet un maximum. Pourquoi? Parce que 1 est en même temps majorant, comme on a vu tout à l'heure, et en même temps, il appartient à l'ensemble. Max, ça c'est A, de grand A, va être égal à 1, n'admet pas de minimum, non, pas de minimum, mais en fait, comme ici, quand il n'y a pas un minimum, mais quand les minorants, l'ensemble des minorants n'est pas vide, on aura ici en fait, inf A va être égal à 0. Admet un maximum, n'admet pas de minimum, mais admet quand même une borne inférieure qui est 0. Application entre ensembles ordonnés. Quand on parle d'application entre ensembles ordonnés, c'est que on a envie quand même de dire j'ai des ensembles où j'ai des relations d'ordre, j'ai en même temps une application. Quelle est l'interaction possible entre la notion d'application et la notion de relation d'ordre? Alors, je vais prendre un ensemble ordonné. Vous voyez, l'ensemble départ, je ne suis pas obligé, vous voyez ici, l'ensemble départ n'est pas obligé d'être ordonné, mais l'ensemble d'arrivée est, on suppose que c'est l'ensemble d'arrivée qui est ordonné. D'accord? Et donc, dans ce cas-là, on dira que f est majoré. Donc, vous avez ici E qui va dans grand F. Alors, quand même, on suppose... Alors, je rappelle quand même, cette notation est uniquement une notation pour une relation d'ordre. Hein, ce n'est pas le inférieur égal habituel des nombres réels. Alors, on dira que F est majoré si et seulement si F de E, qui est bien sûr une partie de F, est majorée. Alors c'est une partie majorée dans F pour la relation. D'accord? Donc, F est minoré la même chose si et seulement si F de E est minoré dans F pour la relation. Bien sûr, on dira que F est bornée si et seulement si elle est majorée et en même temps minorée. C'est-à-dire si et seulement si l'ensemble F de E est majoré
est minoré dans grand F. Alors, définition d'application monotone, on dira que F, qui est application de E vers F, alors je rappelle toujours que c'est sur l'ensemble F que nous avons la relation d'ordre. F est dite croissante, F est croissante, si et seulement si, alors, pardon, ici, dans ce cas-là, on suppose en plus que E est aussi ordonné, donc X inférieur à Y implique que F de X inférieur à F de Y. Alors, je veux rappeler encore une chose, que la notation inférieure égale, faites très attention, hein, chers étudiantes et étudiants, que la notation ici inférieure égale n'est pas nécessairement celle qu'on connaît sur R. Inférieure égale, ici, c'est une relation d'ordre d'éléments de E. Ici, c'est une relation d'ordre. Donc, vous pouvez maintenant imaginer tout type de relation d'ordre sur un ensemble départ. Vous pouvez imaginer tout type de relation d'ordre sur un ensemble d'arrivée. Et dans ce cas-là, quand vous avez une application, après, vous pouvez facilement voir si l'application est croissante ou pas. Alors, la même chose, vous voyez un petit peu, si X est en relation avec Y, et si, alors F de X est en relation avec F de Y, l'ordre ici est très important. Alors, décroissante, s'il inverse l'ordre, X inférieur ou égal à Y, implique que F de Y, qui est inférieur ou égal à F de X. Donc, croissante, elle ne modifie pas l'ordre, décroissante, elle modifie l'ordre. Une application est dite monotone si et seulement si elle est croissante ou décroissante. Enfin, nous avons les applications qui sont strictement monotones. Alors, vous voyez, pour les applications strictement monotones, ça signifie quoi? Strictement croissante, c'est qu'au lieu d'avoir ici inférieur ou égal, on a inférieur strictement. Au lieu d'avoir ici inférieur ou égal, nous avons inférieur strictement. Et donc, quand on dit monotone, c'est au sens large. Quand on dit strictement monotone, c'est au sens strict. L'application F est dite strictement monotone si et seulement si elle est strictement croissante ou strictement décroissante. Donc, quand on dira monotone, c'est croissante, décroissante. Quand on dira strictement monotone, c'est quand on dira strictement croissante ou strictement décroissante. Ainsi, mes chers étudiants et étudiantes, nous finissons cette 4e leçon du module mathématiques 1, et pour plus d'amples renseignements, se connecter sur le site Netuno et cliquer sur MedNetU Project. Merci.